Bienvenue dans toutes les France. Le rejet de l'islam et des musulmans peut-il être le fondement d'un programme politique et susciter l'adhésion des citoyens électeurs? Élément de réponse avec nos invités. Monsieur Erwan Lecoeur, vous êtes sociologue, vous êtes consultant en communication politique, vous avez très longtemps travaillé sur l'extrême droite, vous avez d'ailleurs écrit un dictionnaire, dictionnaire de l'extrême droite, publié aux éditions Larousse. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Merci. À vos côtés, Vincent Gesser, vous êtes sociologue, politologue, chercheur au CNRS, également auteur de nombreux ouvrages. On peut citer notamment Discriminer pour mieux régner, publié aux éditions éditions de l'Atelier, je crois. De l'Atelier, tout à fait. Merci Vincent Gesser d'être avec nous aujourd'hui. Merci. De l'autre côté du plateau de toutes les France, Yvan Rioufol, vous êtes essayiste et éditorialiste au Figaro, le quotidien Le Figaro. Vous avez écrit également de nombreux ouvrages, souvent des compilations de votre bloc-notes. Et celui à paraître fin janvier est intitulé « À la recherche du peuple perdu », publié aux éditions Passy. Merci Yvan Rioufol d'avoir accepté notre invitation. Merci. À vos côtés, Arnaud Gouillon, vous êtes membre du bureau exécutif du Bloc Identitaire. Vous êtes également candidat de ce mouvement à l'élection présidentielle de 2012, si vous obtenez évidemment les 500 signatures. Le Bloc Identitaire qui s'est distingué récemment par l'organisation des assises de l'islamisation. Tout à fait, les assises de l'islamisation de l'Europe. Oui. Quel était l'objectif de cette réunion? L'objectif était de réunir différentes sensibilités, différents mouvements, différentes associations, différentes personnes autour d'un débat sur l'islamisation de l'Europe. L'islamisation, c'est un problème qui se pose non seulement en France, mais aussi dans tous les pays d'Europe. C'est le sujet de cette émission, ce n'est pas un fantasme, c'est une réalité. Et dans ces assises, nous avons fait venir des personnes de gauche, des personnes de droite, des laïcs, des croyants, pour débattre de cette question et trouver ensemble des solutions pour relever justement ce défi de l'islamisation qui est en train de modifier la substance même de notre civilisation. Alors, islamisation, est-ce que c'est un mouvement organisé, selon vous, pensé L'islamisation, c'est un phénomène. Ouais. Dans le Larousse, l'islamisation, c'est l'action d'appliquer la loi islamique à la vie publique, à la vie sociale, à la justice. Face à ce phénomène, il y a ceux qui sont pour, et il y a ceux qui sont contre. Nous sommes contre cette islamisation parce que nous sommes pour notre Europe, nous sommes pour notre civilisation et parce que nous croyons en nos valeurs. Selon vous, il y a une incompatibilité entre les deux? Il y a une incompatibilité flagrante qui se voit de plus en plus de jour en jour. Je crois qu'aujourd'hui, la communauté civique est en train d'éclater. Certains partis sur cette question clivante de l'islamisation éclatent également. On l'a vu récemment avec le NPA, une certaine extrême gauche, mais je crois que ça va être également le cas des partis de droite et de gauche plus classiques qui vont devoir se positionner face à un phénomène nouveau qui préoccupe les Français et qui préoccupe tous les peuples européens. Alors, qui préoccupe les Français, vous avez raison. Il se trouve qu'aujourd'hui, le quotidien Nos Confrères du Monde titre « Islam et intégration, le constat d'échec franco-allemand », que vous pouvez voir à l'écran, avec un sondage de l'IFOP qui a été réalisé entre le 3 et le 9 décembre 2010 et qui est donc, dont les résultats sont publiés en exclusivité par Nos Confrères du Monde, qui dit que 42% des Français et 40% des Allemands considèrent la présence d'une communauté musulmane comme une menace, je cite, pour l'identité du pays. 68% et 75% estiment que les musulmans ne sont pas bien intégrés dans la société. Erwan Lecoeur, commentaire. Premier commentaire, on fait de la politique, on parle politique. En politique, il y a grosso modo besoin de deux choses. Une communauté d'amis entre soi et un ennemi, ou plusieurs ennemis. Mais un ennemi principal, c'est toujours préférable. En l'occurrence, on voit bien comment se décline aujourd'hui pour les identitaires ou pour les gens qui font de l'identité, si tant est que ce mot ait un sens, puisqu'en fait, on n'a pas une identité, on a plusieurs identités. Elles sont modulables, elles sont variables selon les contextes, selon les situations.
Voilà, aujourd'hui on voit bien que le sondage le montre, il y a un discours qui a pris corps dans nos sociétés occidentales, qui a commencé à cristalliser et à donner, je dirais, une vision du monde en termes d'amis et d'ennemis. Et nous avions perdu nos anciens ennemis, donc nous en inventons de nouveaux d'une certaine façon, et c'est pas dû à l'immigration en propre, c'est pas dû à la mondialisation, c'est pas dû à la globalisation, c'est dû aussi à un contexte, à un besoin d'ennemis pour faire de la politique, pour pouvoir cliver, pour pouvoir dire, comme vous le disiez, on est pour ou on est contre. Alors évidemment, être pour et contre, c'est une réponse toujours un peu idiote, parce qu'on n'est jamais pour ou contre quelque chose, on est toujours quelque part entre le pour et le contre. On essaie en général en démocratie de trouver les pour et les contre et de trouver des solutions. Puis il y a des gens qui considèrent que non, trouver des solutions, c'est pas ça qu'il faut. C'est prenons un ennemi, un bouc émissaire éventuellement, prenons les nôtres, ce que vous appelez les nôtres à une époque, le bloc identitaire, vous vous appeliez les nôtres, c'était plus simple, comme en Russie, les nôtres. Et puis disons, il y a les nôtres et puis il y a les autres. Et ça, c'est toute société, toute tribu a besoin des nôtres et des autres. On revient un peu à ça, c'est un peu déplorable parce que on pourrait penser que le XXIe siècle s'ouvrait sur d'autres problèmes, le chômage, la pollution ou de grandes problématiques mondiales. Bien non, finalement, on va revenir peut-être à une problématique pas du tout mondiale, pas du tout réelle, pas du tout réaliste, que j'appellerais plutôt psychologisante, une religion politique nouvelle qui sera, il y a nous et les autres. Et Bienvenue les autres, dans le monde réel, Erwan Lecoeur. Pardon ? Bienvenue dans le monde réel. Oui, mais le monde réel n'existe pas. En politique, il n'y a pas de monde réel. Le monde politique, c'est le monde où on construit une culture. Et sinon, le monde réel, ça n'existe pas. Il y a des objets. Et dans le monde réel, il y a plus de pollution. Je crois qu'il y a un paradoxe. Vincent Gesser. On est dans le domaine de la représentation, parce que l'intégration des musulmans, elle est là. On a aujourd'hui en France... D'abord, moi, je crois que les musulmans sont attachés beaucoup à l'identité française. Alors attendez, parce juste une Oui. petite nuance pour démarrer, parce qu'on parle d'islam, de musulmans. Est-ce qu'il faut considérer Vous avez raison. Il faut une cela prudence comme de un langage. bloc monolithique qui serait Il n'y a pas de bloc monolithique, menace? il y a des rapports à la pratique très éclatés, très pluriels, entre ceux qui vont à la mosquée tous les vendredis, ceux qui fréquentent des associations, ceux qui se sentent musulmans mais qui ne veulent pas aller à la mosquée. Bon, vous avez raison. Mais ceux qui se déclarent musulmans à tous les degrés, si je puis dire, on a un gros paradoxe, c'est qu'on dit il y a crise d'intégration des musulmans, et pourtant ces musulmans-là qu'on désigne sont aujourd'hui dans la haute fonction publique, dans l'armée. Nous avons des officiers français qui, par ailleurs, dans leur vie privée, se sentent musulmans. Nous avons des professeurs d'université qui se sentent musulmans. Nous avons des gens qui se sentent non seulement musulmans, mais français. Je dirais qu'il y a même un patriotisme aujourd'hui réel dans une partie de la composante de la population musulmane qui sont fiers de ce pays. Ils sont tellement fiers, monsieur El-Kaï, qu'ils vont même se battre en Afghanistan pour la défense d'un certain nombre de valeurs. D'ailleurs, dans un livre que j'ai publié avec une photographe, nous voyons ces jeunes appelés français qui font la prière avec un aumônier musulman et qui sont en même temps sur le front afghan pour défendre une certaine idée de la liberté, si je puis dire. Donc je dirais que parler d'échec de l'intégration, peut-être dans la tête des gens, dans la tête de certains Allemands, dans la tête de certains Français, mais les musulmans qui sont en Allemagne, qui sont ici, font souche. Ils font pleinement souche. Ce sont à la fois des musulmans de souche et des Français de souche, si je puis dire, et que remettre en cause leur francité, leur germanité, je trouve ça non seulement, du point de vue idéologique, suspect, mais c'est pas mon propos, mais surtout complètement, je dirais, contraire aux résultats sociologiques. Et la dernière enquête de l'INED et l'INSEE montre qu'une très grande majorité de ceux que l'on peut identifier comme des musulmans en France se sentent français, mais en revanche, avec une nuance, c'est qu'eux sont inquiets parce qu'ils perçoivent qu'on les regarde de plus en plus avec suspicion. Mais ils se sentent profondément français. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Yvan Rioufol. Je comprends tout d'abord vos désarrois, messieurs, parce que vous nous avez dit qu'il n'y avait pas de problème d'intégration. Vous nous dites aujourd'hui que le réel n'existe pas. Vous nous dites aujourd'hui que c'est un problème politique, alors que c'est une vision d'un peuple. Et ça me fait penser un petit peu, vous savez, au poème de Bertolt Brecht. Il faut dissoudre le peuple. Ce peuple-là ne vous convient pas. Donc vous êtes en train de nier un petit peu tout ce qu'il peut dire, et vous êtes en train presque de le fasciser. Non, malheureusement, je suis bien d'accord avec vous pour dire que, et Dieu merci, vous avez beaucoup de Français musulmans qui sont plus Français que musulmans, naturellement. Et vous en avez effectivement qui se battent pour nous, il faut leur rendre hommage. Mais vous avez aussi un grave problème d'intégration qui est posé depuis longtemps, mais qui était posé par quelques-uns, et d'une manière inaudible jusqu'à présent. On nous disait que c'était un fantasme, que l'intégration marchait formidablement bien, que l'islam était simplement une religion de paix et de tolérance, etc. Et on s'aperçoit que la vision qu'en ont en tout cas les Français eux-mêmes, car en fait c'est bien ce qui importe, peut-être que les musulmans se sentent français, mais les Français, en tout cas une partie d'entre eux, 70% d'entre eux, estiment que parmi ces compatriotes musulmans, ils estiment qu'ils ne sont pas totalement encore français, qu'il y a un problème d'intégration. 70% des Français jugent, d'après le monde que vous avez cité, qu'il y a un problème d'intégration
d'intégration qui est mal ou pas assumée. Donc il faut écouter ce ressenti-là qui me paraît être effectivement, pour pointer du doigt, un des graves problèmes qui est aujourd'hui posé et sur lequel les hommes politiques ne pourront plus reculer, et ce qui explique aujourd'hui, naturellement, ce mouvement populiste dont on parlera. Mais simplement, il ne faudrait pas faire l'amalgame de dire que quand ceux qui stigmatisent l'islamisme et l'islamisation stigmatisent les musulmans, ce n'est pas vrai. Ou alors cela voudrait dire que vous ne faites pas de différence vous-même entre l'islam et l'islamisme, et je pense qu'il faut en faire une, même si ce débat est, je sais, controversé. Et je pense aussi qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre l'extrême droite, qui est un noyau dur, raciste et xénophobe, et cette volonté d'un peuple de préserver sa civilisation, son identité, qui est tout à fait respectable. Et je crois que le débat est là aujourd'hui. Je suis heureux de voir qu'il est posé, parce que c'est comme ça que je le pose depuis longtemps. Et je ne supporte pas ces diabolisations qui sont vos œuvres, messieurs, en règle générale. Et je vois bien que là, vous êtes obligés d'accepter, et tant mieux, dans le fond, que vos compatriotes français tout court, trouvent qu'il y a quand même malgré tout un problème d'intégration et que le multiculturalisme ne fonctionne pas. En même temps, attendez, juste donner la parole à Arnaud. Les musulmans se sentent français et ils partagent les valeurs de cette société, en bien et en mal. Moi, j'ai justement, pour en arriver là, justement, Vincent Gère, puisque vous l'avez déjà dit, je voudrais poser une question à Arnaud Brouillon. Pour vous, quelles sont les manifestations de cette islamisation Les manifestations sont multiples et sont visibles chaque jour. C'est la prière dans les rues, rue du Mirat, dans le 18e arrondissement. La prière dans les rues, est-ce que c'est selon vous délibéré de prier dans les rues, ou est-ce que s'il y avait un lieu de culte qui pouvait permettre à ces personnes de prier c'est pas un problème de lieu de culte. Il y a des personnes qui prennent le bus pour se rendre dans les prières publiques rue du Mirat. Donc c'est une volonté de conquête, de montrer une présence, de montrer une force. Le développement du halal en France, c'est plus 15% chaque année. Ça aussi, c'est une forme d'islamisation. Il y a des zones où la piscine, il y a des horaires séparés pour les hommes et les femmes. Toutes ces choses-là participent à cette islamisation. Les revendications toujours plus nombreuses, interdiction du port dans certaines cantines, toujours plus de halal. Oui, l'islamisation est réelle, oui, elle est visible, et oui, nous devons la refuser, parce que si nous acceptons de nous faire islamiser, eh ben, dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans, nous ne pourrons plus vivre librement en France et en Europe. Quels sont les moyens de lutter, enfin les moyens que vous préconiseriez pour lutter contre cette dite islamisation? Aujourd'hui, les moyens sont simples. Il n'y a pas 36 solutions. La première, c'est qu'il faut se prendre en main et il faut agir. Erwan Lecoeur, tout à l'heure, parlait d'ennemis. Moi, mon ennemi et l'ennemi des identitaires, ce n'est pas l'islam. L'islam n'est pas un ennemi. Nous croyons que les musulmans peuvent exercer librement leur culte chez eux. Là où l'islam est majoritaire, en terre d'islam, les musulmans ont le droit de vivre leur religion. L'ennemi que nous avons, c'est nous-mêmes. Non, mais je reviens sur cette notion d'ennemi. Qu'est-ce que vous faites des Français de confession musulmane qui ne sont que Français? Qu'est-ce que vous en faites? Vous voulez les envoyer en terre d'islam? Je crois que les personnes qui sont de confession musulmane en France, la première des choses, c'est qu'elles doivent respecter nos lois. Les lois qui sont issues de notre peuple et qui proviennent de notre tréfonds identitaire, de notre identité la plus profonde. Et c'est-à-dire qu'ils peuvent exercer leur culte. C'est très simple. Respecter nos lois, ça veut dire ici, en France et en Europe, on n'égorge pas les animaux de manière indigne en direction de la Mecque. On ne mange pas halal. Ici, en Europe, on n'interdit pas le porc dans les cantines. Ici, en Europe, on ne prie pas dans la rue. Ici, en Europe, on ne crée pas des mosquées qui sont des centres culturels, politiques et religieux, et pour reprendre la phrase d'Erdogan, des casernes qui vont modifier profondément notre culture. C'est la phrase d'un grand penseur turc laïque. Hein. Erdogan n'a fait que reprendre la phrase d'un grand penseur turc laïque. Hein. Oui, d'accord. Excusez-moi, mais cette laïcité-là, ça prouve bien que justement, nous n'avons pas la même conception de la laïcité en France et en Turquie. Tout à fait. Puisque pour nous, une mosquée ne saurait être une caserne. Et une église encore moins. Donc, maintenant, les moyens d'agir, c'est que les Français doivent prendre conscience de ces problèmes-là et doivent agir. Ce n'est pas en attendant une élection dans 5 ans, dans 10 ans, que l'on fera changer les choses. C'est maintenant, dès aujourd'hui. Si une mosquée islamiste se construit au pied de chez vous, c'est aux Français de se prendre en main avec les gens du quartier pour faire interdire cette mosquée-là. Si le porc est interdit dans la cantine de mon fils ou de mon petit-neveu, eh ben c'est moi avec les parents d'élèves qui vais protester, qui vais faire une pétition et qui vais me prendre en main. Aujourd'hui, les Français doivent se prendre en main. Ce n'est qu'en agissant qu'on parvient à influer les choses. Non, moi je trouve que votre constat sociologique est faux. Vous avez tout à fait raison de vous inquiéter sur l'identité nationale, mais vous devriez être optimiste. Aujourd'hui, mais vous devriez être optimiste parce que finalement, qui est effectivement aujourd'hui des formes d'affirmation communautaire concernant les musulmans, les évangélistes ou même des formes
de communautarisme sexuel qui n'ont rien à voir avec la religion, je suis tout à fait d'accord. Ce sont des phénomènes qui méritent d'être étudiés. Mais ce que vous désignez comme une entité étrangère exogène à la France, je vous le dis, vous seriez surpris que beaucoup de musulmans sont profondément, excusez-moi le terme, franchouillards. C'est qu'ils aiment ce pays. Ils pleurent quand ils entendent la Marseillaise. Et pourtant, ils vont aussi à la mosquée. Et pourtant, ils mangent halal. Donc je dirais qu'on méconnaît aujourd'hui. Et là, je me sépare de certains sociologues un peu multiculturalistes qui ont tendance à dire oui, les identités plurielles et tout. Non, moi je crois qu'il y a une forme de patriotisme. Tout comme il y avait des juifs allemands qui allaient se battre pour l'Empire germanique en 14-18 et qui ont été décorés de la Croix de guerre pour la défense de l'Allemagne et qui pourtant malheureusement ont été accusés d'être des mauvais Allemands. Aujourd'hui, on accuse ces musulmans d'être des mauvais Français, alors que beaucoup d'entre eux se sentent profondément français. Moi, je suis allé à l'étranger. On les accuse pas d'être des mauvais Français. Mais je vous donnerai des résultats. C'est la perception des Français vis-à-vis d'eux et qu'ils ne sont pas bien intégrés. Parce qu'on est dans une peur qui, à un moment donné, va se focaliser sur l'élément musulman, mais qui est plus un islam imaginaire, parce que finalement, les prières dans la rue, c'est vrai qu'il y en a, mais c'est pour des raisons, je peux vous dire tout de suite, il y a eu un très bon film sur ça qui a été fait, ça s'appelle Les Mosquées de Paris, au pluriel, pas la mosquée de Paris, et qui montre que c'est un problème de place, point à la ligne, c'est un problème de place. Les musulmans demandent simplement à pouvoir prier dans des locaux sans aller dans la rue. Vous croyez que ça fait plaisir aux musulmans de prier sous la pluie, avec les gaz d'échappement, avec les gens qui passent, etc. Il y a personne qui passe parce qu'il y a des milices qui empêchent le monde. N'excusez pas tout, ce n'est pas simplement un problème de place, vous le savez bien, il y a un problème de visibilité à travers ces prières qui sont faites dans la rue. Et vous qui êtes sociologue, je m'étonne que vous ne voyez pas aussi ce qui crève les yeux malgré tout de tout le monde, c'est cette apparition d'une contre-société qui est dans certaines banlieues, vous ne pouvez pas dire le contraire, ou alors vous n'êtes pas sociologue. Vous voyez bien qu'il y a aujourd'hui dans ces compatriotes musulmans, je ne reviens pas sur ce que vous avez dit et que je partage en disant qu'il y en a qui se sentent français, c'est une affaire entendue, et heureusement bien sûr, mais vous en avez aussi qui refusent de s'intégrer aujourd'hui, vous en avez aujourd'hui qui refusent les règles de la laïcité, qui refusent les règles de la République, qui refusent la République, tout qui refusent certains évangélistes, certains juifs... Non, écoutez, bien sûr que non, mais naturellement pas, ne faites pas des amalgames qui ne veulent rien dire. Là, vous avez vraiment un refus de vivre ensemble, et le racisme est porté par ceux-là même, et pas seulement le racisme, mais également le sexisme, l'antisémitisme et tout ce qui va avec. Et vous le savez bien, est-ce que le problème qui est posé aujourd'hui, si on ne réagit pas, c'est effectivement que ces gens-là se resserrent d'une sorte de talibanisation que l'on voit apparaître dans certaines cités, avec une application plus ou moins flexible d'une sorte de charia, et la charia, quand elle est appliquée à la lettre, est absolument incompatible avec nos règles, avec les règles de la démocratie occidentale, et singulièrement celle de la République française. Mais alors, donc quel est ce phénomène que vous décrivez Ce phénomène que je décris, c'est celui-ci, c'est ce qu'on appelle le phénomène de l'islamisation. Là, en revanche, où je diffère de vous, monsieur, c'est que je pense que l'erreur serait de se couper des musulmans, car les musulmans, vous avez des musulmans laïcs, ça a été dit, et c'est vrai, des musulmans républicains, vous avez un islam qui ne demande qu'à un islam moderne qui n'apparaît pas, qui apparaît chez certains intellectuels, mais qui ne demande qu'à rentrer en pratique, et je pense qu'il faut que cette lutte contre cette idéologie islamiste, qui est en pleine expansion, je vais tout de même pas, on ne peut pas nier les évidences au point de nier qu'il y a maintenant un expansionnisme islamiste qui n'existait pas auparavant, mais précisément parce qu'il n'existait pas auparavant, il permet de penser que l'islam peut revenir dans son lit, si je puis dire, et que dans ce cas-là, il faut aider les musulmans eux-mêmes, enfin en tout cas ceux qui acceptent la laïcité et les règles, de se plier aux règles sans avoir à négocier eux-mêmes leur adhésion à la République, que ces musulmans-là, que ces compatriotes-là acceptent de dénoncer eux-mêmes ce qui les caricature. Le problème est là. Erwan Lecoeur. Moi, je veux bien qu'on fasse de la sociologie du réel, au sens où c'est le bon sens près de chez nous, quoi. Hein, on voit, rue Mira, des musulmans qui prient dans la rue. Il se trouve que j'y passe assez régulièrement, que j'habite en banlieue. Et je vais vous donner un phénomène simple, c'est que dans le réel, dans le concret, on construit très peu de mosquées. Par contre, le nombre de temples évangélistes ne cesse d'exploser à travers le monde et en France. Cette religion-là a pris déjà plusieurs pays en Amérique du Sud, en Afrique, etc. Personne n'en parle, pas même vous. Je le note. Je crois que je ne vois pas d'évangélistes pleurer. Ça va loin. Prier dans la rue, excusez-moi, mais ils font ce qu'ils veulent. Excusez-moi. Il faut pas faire c'est bien ridicule. Je veux juste dire, en termes sociologiques, en termes réalistes, en termes réels, l'évangélisme, c'est 36 constructions contre même pas 18. Alors la question qu'il faut poser, c'est la question que je vous pose, par rapport au sondage qu'on a cité, c'est bien les musulmans et l'islam une construction autour de la vision d'un islam expansionniste, guerrier, et j'en reviens à la définition que je donnais au départ, il y a bel et bien quelque chose de l'ordre d'une religion politique qui s'oppose à une autre religion politique construite comme telle.
D'accord? Or, l'islam aujourd'hui est une religion politique, certes, comme toutes les religions, d'une certaine façon, au sens sociologique du terme, excusez-moi. Non, une religion n'est pas une religion politique, c'est pas vrai. Le christianisme a quand même défini... Toujours une dimension politique. Il y a une dimension politique dans le christianisme, dans la plupart des religions. À la rigueur, le bouddhisme moins, je vous le concède. De moins en moins. Le bouddhisme un peu moins, je vous le concède. Et vous ne parlez jamais du bouddhisme, pourtant il y en a plus de 2 millions en France. Ah oui, ils sont mais apparemment, ils gênent personne. Ouais. Donc, il y a bel et bien... Ils ont un peu tué les gens aussi. Bref, mais c'est pas grave. Pas en Europe. Attendez, laissez Ah, terminer. pas en Europe, d'accord. Laissez terminer. Bref. Je dis juste qu'il y a la construction, à mon sens, d'une religion politique d'un côté, qui est l'islam, et avec le fantasme de l'islam, l'égorgeur islamique, soyons clairs, par rapport aux chrétiens, dans la vision très ancienne de l'Europe, où l'islam a apporté une culture quand même. Je rappellerai que la plupart des villages qui s'appellent morts de quelque chose en France sont des villages qui ont été mauresques, donc islamisés. Oui, lors des conquêtes musulmanes, absolument. lors des razzias. Ça s'appelait pas des conquêtes à l'époque. Ça s'appelle des razzias, oui. Mais non, ça s'appelait pas des conquêtes. On prenait des esclaves européens. Non, revoyez l'histoire dans le Maghreb. Je vais vous rappeler l'histoire. Je vais la rappeler tout à l'heure. Oui, vous allez me rappeler l'histoire. Oui. Je vous assure, dans plein d'endroits, ça se passait extrêmement bien. C'est même eux qui ont apporté la culture pendant qu'on C'est avait pour les ça qu'on a dû faire 8 siècles de Reconquista pour se libérer en Espagne. Monsieur Guillon, ça passait tellement bien. Monsieur Guillon. Oui, 1492, c'est ça. Monsieur Gouillon, on va pas Mais attendre. soit. Vous puissiez après Je crois réagir. qu'il va falloir vraiment régler les problèmes avec l'histoire et de 1492 et de la guerre d'Algérie et d'un certain nombre d'autres choses, notamment en France. Mais sur l'islam, moi je ne suis pas en train de développer une vision de l'islam idyllique. Ah bon, sûr. Ah bon. Je suis, Vous me rassurez. pour mon compte, un sociologue. J'observe des phénomènes et je vous dis juste, il y a des phénomènes religieux, de privation de nourriture dont vous ne parlez jamais, qui sont le végétarisme, l'impossibilité de manger du gluten, ça vous gêne pas. Jamais. Mais vous n'avez pas d'ennemis. Qui impose le végétarisme Eh oui, aujourd'hui. mais le Il y a des végétarisme cantines qui est- interdisent le porc le aujourd'hui. végétarisme est On reste à laïque, vous savez très bien, tous très vigilants. Bon, écoutez, mais franchement, Est-ce qu'on peut revenir au vos raisonnement exemples sont politique? risibles. Aujourd'hui, Avec ça comme argument, vous n'en avez pas. On revient au Je suis raisonnement juste en politique. train de dire Oui. qu'il y a des phénomènes d'ordre sociologique réels qui sont bien plus importants que l'islamisation de la société, mais dont personne ne parle, apparemment parce qu'il n'y a pas d'ennemi en face. Et je dis juste, pour ma part, qu'avec l'islam, il y a par contre un ennemi constructible aisément, parce qu'en plus, de l'autre côté, il y a des gens qui jouent très bien le jeu. Je pense à Ben Laden, je pense à des extrémistes dans tous les domaines. Pas seulement Ben Laden. hein. Pas seulement Ben Laden, mais l'image de Ben Laden. Vous savez, cette espèce de chose qui plane au-dessus de nous, ce risque Al-Qaïda. permanent, Al-Qaïda, voilà, c'est ça. Et ça nous permet de construire finalement un monde scindé en deux, les croisés d'un côté, puisque les islamistes nous appellent les Mais alors, quand vous dites ça nous permet de construire, le sondage fait état Eh ben, ça nous permet de d'une construire partie de la population. un nouveau Et clivage il y a le politique. discours politique, on Bien peut sûr. revenir sur la phrase prononcée Tout par à fait. Marine Le Pen, mais il y a aussi Absolument. la population. Et si on s'interroge sur la perception d'une partie de la Monsieur population, Caillé, oui. on n'est pas là dans une mais- construction aussi, j'allais dire, poussée que celle que vous décrivez. Bien sûr que non. La population suit en partie, à un moment donné, un certain nombre d'éléments qu'elle a dans les oreilles depuis des années. Ouais. Et il est clair que pour la population française, mais aussi belge et la plupart de beaucoup de populations européennes, le phénomène de déclassement social qui se joue depuis environ 20 ans à travers toute l'Europe fait aussi qu'à un moment donné, il faut bien trouver des raisons à ce déclassement social. Ça ne peut pas être nous qui perdons comme ça de façon... Donc il faut bien qu'il y ait des ennemis. La fameuse thèse du clash des civilisations ou de la guerre des civilisations, 1980, disons les années 90, a tellement bien fonctionné qu'aujourd'hui, il paraît évident qu'il y a bel et bien un ennemi qui nous en veut quelque part dans le monde. Cet ennemi, on le sait très bien, les États-Unis ont construit après la guerre froide un nouvel ennemi global qui est l'islamisme. En partie, les services secrets Vous ne parlez que américains... d'ennemis, vous n'avez que ça à la parce bouche, que- vous n'avez que le mot parce ennemi que à la bouche. je- Enfin, c'est pas comme ça que se présentent les choses. Mais si. Mais non, c'est pas comme ça. Mais non, mais pas du tout. Ou alors les ennemis, c'est vous qui les créez. Les ennemis, vous les créez vous-même d'ailleurs en reléguant le peuple français Enfin, lui-même. dans la ce qu'il question de représente. l'islamisation est perçue comme aussi Non, mais c'est pas une la question d'un d'ennemi, c'est ennemi une question intérieur. d'idéologie, c'est une question de liberté d'expression, c'est pas une question d'ennemi. Nous ennemi. sommes dans un pays de liberté d'expression, nous ne pouvons pas tolérer qu'il y ait une idéologie totalitariste qui veuille s'imposer. Et quand je parle de ça, je parle de l'islamisme. Il n'y a pas d'ennemi là. Mais je parle de la réalité, je pense qu'on ne parle pas le même langage, effectivement. Je vous parle de ça et je pense que si les Français se réveillent, ce n'est pas du tout parce qu'ils en veulent aux musulmans, ils ne Je veulent croyais pas... que vous parliez de l'extrême droite qui n'avait pas le droit de s'exprimer de façon totalitaire et totalitariste. Les petits fachos d'aujourd'hui ne sont plus à l'extrême droite, parce que l'extrême droite n'existe quasiment plus. Les petits fachos d'aujourd'hui, ce sont les petits talibans qui terrorisent les femmes et qui terrorisent, qui brûlent les voitures et tout ça. Et pourquoi vous ne voulez pas les voir ?
Mais Alors, Vincent, attendez, on va poursuivre comme une secte autre que les Je autres. ne C'est ça le connais mon pas comme problème. une secte. Je vous dis que cessez de voir des ennemis. Je ne parle pas d'ennemis, on parle d'un phénomène presque de totalitarisme. C'est exactement ce dont je parle. Totalitaire, Et je dis qui est juste qu'en termes insupportable pour une politiques- démocratie et je dis libérale juste et qu'en laïque. termes politiques, Et je trouve qu'au contraire, il c'est faut assez sain. représenter ça. C'est assez Mais sain bien que sûr. le peuple français se réveille aujourd'hui. Simplement, il y a un danger. Voilà. Il y a un danger, et c'est là où je pourrais peut-être vous rejoindre, c'est que si ce débat qui émerge maintenant, qui par une sorte de sidération de l'opinion à voir qu'aujourd'hui on lui avait dissimulé l'ampleur des réalités. Voilà. Et je voudrais il y a un danger qui risque d'émerger, c'est que si ce débat n'est pas canalisé, alors oui, effectivement, il pourra y avoir une sorte de racisme anti-arabe, pour parler clair, qui pour l'instant n'apparaît pas. Ce n'est pas vrai. Vous avez tous les Français ne sont pas racistes, mais c'est vrai que si l'on continue à faire en sorte à dire que les Français qui s'inquiètent de l'islamisation de leur pays sont des fachos et des gens d'extrême droite, vous allez banaliser les fachos et l'extrême droite et faire en sorte qu'effectivement vous allez consolider ce combat. D'accord, personne n'a dit ça, hein, vraiment. Alors, Mais vous Vincent vous Lesser, imaginez, Vincent c'est peut-être votre vécu, mais Vincent personne n'a dit Lesser, ça ici. puis Arnaud Je Bouillon. crois qu'il faut arrêter effectivement de trop globaliser, c'est-à-dire de voir les musulmans comme une sorte de tribu. Et ça, je crois qu'il faut aussi voir ce que produisent les musulmans, entre guillemets. Parce que, regardez aujourd'hui, je vous donnerai un exemple d'actualité, l'assassinat à Lâche des chrétiens d'Égypte. C'est un événement qui a meurtri énormément de gens, des déclarations de toutes les grandes personnalités politiques à l'échelle mondiale. Je vous invite aujourd'hui à aller voir ce que produisent les sites musulmans, parfois classés très conservateurs. C'est les premiers à faire des déclarations en disant que c'est des terrorismes lâches, d'un islamisme radical épouvantable, jouant la guerre des civilisations. Donc je crois qu'il faut aussi avoir confiance aussi. Écoutez, un peu. c'est un cachet de respectabilité, ça. Ne mélangez pas. Non, mais attendez. Antipatriote. Monsieur, vous n'avez pas confiance en la France. Voilà. Moi, je vous le dis, vous n'avez pas seulement confiance en en la votre France, pays. mais j'ai Aimez la confiance dans mon France peuple, moi. et apprenez ce que cette Attendez. France, quelque Je part, donne la parole. elle va pas si mal que ça. Vous êtes dans un franco-pessimisme et vous oubliez qu'aujourd'hui, la France, elle est capable de produire des Français. Et vous doutez de la francité de certains. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'antipatriote chez vous qui m'inquiète. Moi, je suis plutôt franco-optimiste. Parce que le patriotisme, c'est de croire en l'avenir de notre pays. Et notre pays, excusez-moi, aujourd'hui, il produit des militaires musulmans qui vont donner leur sang pour la France. Aujourd'hui, il y a des musulmans qui meurent en Afghanistan pour la France. Il y a des musulmans qui se battent pour l'uniforme français. Alors Il y en a qu'est-ce aussi qu'on fait qui ont de ceux-là? libéré la France, Et ils d'accord. font la prière, et ils vont à la mosquée, et on va dire que ce sont des mauvais Français. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je veux dire, du point de vue sociologique, vous posez la question très justement, pourquoi les musulmans? Mais René Girard, quand il a expliqué la thèse du bouc émissaire, l'a très bien expliqué. Le bouc émissaire tel qu'on l'a pu voir dans l'histoire, et notamment à propos des Juifs, c'est que le bouc émissaire, c'est pas la victime responsable du malheur, c'est la victime expiable, c'est la victime faible, c'est celle qu'on peut écraser à un moment donné. Donc la production du bouc émissaire par les opinions publiques, et vous avez raison, il ne faut pas diaboliser les Français, mais à un moment il y a des inquiétudes qui fait que majoritairement dans les sondages, même s'il faut être prudent, on fabrique un bouc émissaire, c'est qu'on va expier, on va trouver la victime quelque part qu'on peut expier, tout en sachant qu'ils ne sont pas vraiment responsables. Aujourd'hui, l'invasion des produits chinois, on sait que c'est pas les musulmans. La peur de l'Europe, c'est pas les musulmans. La peur du retour des États-Unis, parce que là aussi, il y a un anti-américanisme un peu qui flotte en France ces dernières années, que je sens. Sont pas les musulmans. Et pourtant, toutes ces peurs vont se contracter sur les musulmans. Et ce pouvoir de contraction, René Girard a écrit des pages extraordinaires. C'est la fabrication du bouc émissaire, qui n'est pas la victime responsable, mais qui est la victime expiable. C'est celle, à un moment donné, que l'on peut montrer du doigt. Alors, Et c'est ça qui est triste. Vous ne voyez pas pour la France. Et c'est ça que je suis. Monsieur Rieffol, on va respecter l'ordre du débat. Qui me désole. Donnez-nous des leçons. S'il vous plaît, Trafiquez les réalités, donnez des leçons. Mais vous ne croyez pas en la France, parce que si vous y croyez, regardez. Vous avez tellement peu d'arguments que vous les répétez 5 fois. Pour poursuivre avec Arnaud Bouillon, alors justement, est-ce que vous allez répondre? Mais aujourd'hui, il y a une crise grave en Europe et en France. Il y a un chômage qui augmente, il y a des problèmes économiques et sociaux qui sont très prégnants. Est-ce que vous, qui comptez être candidat à l'élection présidentielle, vous allez les mettre de côté pour vous concentrer sur la question de l'islamisation de la société? Permettez-moi d'abord de rebondir sur ce qui a été dit. Après, je répondrai à votre question. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, personnellement, je suis franco-optimiste. Après le sondage du Monde, j'ai confiance en mon peuple. Mon peuple se réveille en 2010 et c'est fantastique. Et pour un optimiste, je trouve que vous énervez un petit peu vite, ce qui traduit peut-être un fond un peu pessimiste. C'est la passion de... Et il y a quelque chose qui m'intrigue chez vous. Là, vous êtes sociologue. Peut-être
faudrait demander à un psychologue, une sorte de schizophrénie. Vous soutenez finalement l'occidentalisation de l'Orient à travers les Français qui vont combattre en Afghanistan, et vous défendez en même temps l'islam en Europe, et finalement vous soutenez l'orientalisation de l'Orient. Ce sont des militaires musulmans. Je trouve ça comme assez étonnant de votre part. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Vous soutenez l'occidentalisation de l'Orient et vous soutenez l'orientalisation de l'Europe. Je trouve ça assez étonnant. Nous avons une logique. Nous ne souhaitons pas aller occidentaliser l'Orient. Mais Monsieur Gouillon, moi je ne comprends pas quelque chose et j'aimerais bien comprendre c'est quoi l'occidentalisation de l'Orient. Je comprends pas. C'est très simple. C'est quand on va aller imposer à des pays musulmans des valeurs qui ne proviennent pas de leur soldats français se battent des soldats français qui aillent où qu'ils aillent, c'est pas une question. Excusez-moi, mais je crois que l'islamisme, il ne faut pas aller le combattre dans les montagnes afghanes, mais ce serait plutôt dans les cités françaises où il se développe et où il condamne certaines filles à devoir se mettre en survêtement. Si, je suis désolé, parce qu'aujourd'hui, quand des filles ne peuvent plus se balader librement dans certaines cités, quand des policiers ne peuvent plus rentrer dans des cités, je me dis que c'est peut-être pas en Afghanistan qu'il faudrait envoyer l'Europe, mais peut-être dans nos cités. Quoique, je doute que finalement, on ait besoin vraiment de l'armée, il faudrait d'un petit peu de volonté politique. Et nous sommes là au bloc identitaire pour apporter cette volonté politique. Ensuite, il y a un point important sur lequel j'aimerais revenir, parce que il y a une généralisation systématique. Oui, il y a des Français musulmans qui sont intégrés. Oui, il y a des Français musulmans qui sont patriotes. Et c'est très bien. On est d'accord là-dessus. Mais pourquoi généraliser ? Il faut regarder, en politique, il ne faut pas regarder l'individu, il faut regarder de manière globale. Si je connais un musulman intégré, est-ce que ça veut dire que tous les musulmans sont intégrés ? Laissez-moi terminer. Là où le bas blesse, et là où c'est dramatique, c'est que ces musulmans intégrés et modérés, on ne les entend pas, c'est anecdotique, et partout où l'islam progresse, ils ne se rebellent pas, ils ne font rien, et finalement font c'est le réservoir de l'islamisme. Et là, je reviens, il y a 3 jours, j'étais au Kosovo. Kosovo, vous connaissez peut-être les situations, une majorité albanaise musulmane et une minorité serbe chrétienne. Il y a des Albanais musulmans parfaitement tolérants avec lesquels j'ai pu discuter en serbe sans me faire frapper, sans me faire violenter. Oui, il y en a. Mais pourtant, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que la majorité musulmane a brûlé des églises, a construit des mosquées, et qu'aujourd'hui, parce que j'ai ce bracelet-là avec la Vierge Marie à l'intérieur, je ne peux pas me balader librement dans les rues où ils sont majoritaires. Alors, est-ce que sous prétexte qu'il y a quelques personnes intégrées, et très bien, en partie albanaises, on va faire une généralité et dire, oui, la société musulmane au Kosovo est tolérante ? Non, ils ont brûlé 150 églises, ils ont construit 400 mosquées, et aujourd'hui, le peuple serbe vit dans des enclaves, il y a des enfants qui ne peuvent pas sortir de chez eux sans risquer l'accrochage. Les parents se font tabasser chaque jour. Est-ce qu'on attend ? Est-ce que l'on veut que cela arrive en France demain ? Moi, je dis non. Et il faut sortir un petit peu de toutes les théories intellectuelles. Oui, on va considérer l'islam comme quelque chose de tolérant. On va considérer que l'islam peut s'intégrer. Mais regardez la réalité en face. Nulle part, l'islam ne s'est intégré à une société qui n'était pas musulmane. Partout, elle a essayé d'imposer sa loi. Et partout, elle est devenue majoritaire. Les non-musulmans. Mais tout à l'heure, vous disiez, vous n'avez rien contre l'islam. C'est les musulmans doivent rentrer chez eux. En termes d'islam, les musulmans font ce qu'ils veulent. Ils sont libres. Ils peuvent construire des mosquées cathédrales avec des minarets qui font la taille de la Tour Eiffel, peu m'importe. Maintenant, ma question sur les priorités et les angoisses de nos concitoyens. Voilà, crise économique, chômage, problèmes sociaux, l'Europe globalement est en crise. Est-ce que c'est sur ce point que vous allez vous concentrer à l'occasion d'échéances politiques ? Nous allons nous concentrer sur 3 points essentiels lors de cette campagne électorale. C'est identité, démocratie et localisme. Identité, c'est aujourd'hui, le 21e siècle, c'est le siècle des identités. Partout sur la planète, les identités se réveillent, les peuples retrouvent leurs racines, et si le 20e siècle a été le siècle terrible des idéologies qui nous a entraînés dans des guerres effroyables, le 21e siècle sera celui des identités. Et nous allons préparer le 21e siècle pour que nous arrivions dans un monde apaisé où les identités puissent s'exprimer sans se marcher les unes sur les autres. Démocratie, nous souhaitons mettre en place le système des votations suisses, référendum d'initiative citoyenne, que le peuple français puisse s'exprimer. Nous voulons une véritable révolution démocratique en France. Et enfin, localisme, c'est relocalisation des activités humaines et économiques. Vivre et travailler au pays, que ça soit valable pour un Français et aussi pour un Africain. Et je crois qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin de ses élites, l'Afrique a besoin de ses talents. Et si l'immigration est une chance, c'est une richesse, en effet, l'Afrique en a plus besoin que la France. Nous sommes assez riches comme ça. Redonnons la richesse à l'Afrique. Yvon Rioufol. Je crois que le marqueur de l'identité européenne, de l'identité occidentale et naturellement de l'identité française, c'est la défense de nos libertés. Je crois que nous sommes tous d'accord avec cela. C'est en nous notre liberté d'expression, notre liberté de faire, d'aller et venir, etc. Et nous sentons, le peuple sent, dans le sondage en tout cas, que ces libertés peuvent être remises en cause, commencent à être remises en cause par des exigences
religieuses, mais surtout des exigences politiques. Enfin, le fait de dire que leurs concitoyens musulmans ou ceux qu'on pense être musulmans ne sont pas intégrés ne veut pas forcément dire tout ce que vous dites là, Yvan. Je vous dis que la perception qui est faite aujourd'hui de la mise en cause, de la mise en danger de nos propres libertés par un communautarisme gagné par l'islam politique. Je veux vous dire ça. Et l'islam politique n'est pas est un islam qui est incompatible avec nos libertés. Or, il est vain de vouloir dire que ce ressenti serait un fantasme, car non seulement nous le voyons en France aujourd'hui apparaître à travers ces sondages, mais nous le voyons apparaître depuis longtemps dans toute l'Europe aujourd'hui. Et ce mouvement populiste qui gagne cette vague, qui gagne l'Europe entière, alors certes, avec parfois des résurgences d'extrême droite, comme dans certains pays de l'Est, je vous le concède, mais le plus souvent avec simplement ce qu'on a appelé un populisme, parce qu'on ne sait pas comment le nommer, que je différencie de l'extrême droite et que l'on voit apparaître notamment en Suisse ou en Hollande, n'ont rien à voir avec les marqueurs de l'extrême droite. Ce sont des mouvements portés par des partis politiques libéraux, qui sont pro-atlantistes, pro-sionistes, enfin, qui défendent les minorités sexuelles, qui n'ont rien à voir avec la caricature précisément de ce qu'est l'extrême droite, c'est-à-dire un parti autoritaire, xénophobe, raciste, antisémite, et tout ce que vous voulez. Et donc c'est cette résurgence-là qui devrait intéresser nos sociologues. Je me demande ce que vous faites, ne pas vouloir regarder ça de près. L'une des hypothèses sur lesquelles et surtout, et je termine, et puisque vous êtes expert en amalgame, surtout ne faites pas cet amalgame qui voudrait dire que ces mouvements populistes-là ne seraient que l'avatar d'un mouvement d'extrême droite qui, lui, est certes reconnaissable, mais qui ne représente pas ce grand mouvement qui est en train de balayer toute l'Europe et la France. Sinon, c'est à dire que vous avez 70% de Français aujourd'hui qui vont voter Front National si l'on conduit au bout du raisonnement de ces sondages. Je crois qu'il y a un glissement d'une partie de l'extrême droite, effectivement, sur un certain nombre de valeurs telles que la liberté d'entreprise, tout ça, je le nie pas. C'est vrai qu'il y a une pluralisation, et Erwan Lecoeur en parlera beaucoup mieux que moi, mais il y a aussi de plus en plus une tendance à focaliser sur la question de l'islam, se substituant en cela à un antisémitisme ancien. Moi, je pense que d'ailleurs, je suis un de ceux qui pensent que malheureusement, non, je vais vous dire une chose très franche, très souvent, derrière des propos anti-musulmans, il y a une sorte d'antisémitisme qui n'est pas dit, et même si les gens peuvent être pro-israéliens par ailleurs, qui consiste à dire c'est juifs et c'est musulmans. Les musulmans, on en parle, on les stigmatise, les juifs, on n'ose pas trop, mais finalement, très souvent, malheureusement, la représentation de l'autre en tant que musulman juif reste et persistante. Quand on regarde comment aujourd'hui, alors c'est vrai que l'expression antisémite aujourd'hui est beaucoup moins visible dans l'espace public, bien qu'il y ait un antisémitisme encore fort, notamment en Europe de l'Est. Ne faites pas l'injure à la France de dire qu'elle traite les musulmans comme le régime de Vichy a traité les juifs. Si, c'est ce que vous êtes en train de dire. C'est absolument non, pas du tout. Ce que vous dites est absolument honteux. Vous donnez des leçons de patriotisme tout à l'heure. Ce que vous dites là, vous vous déshonorez. Vous comparez davantage aux années 30. Aux années 30, la France était une démocratie, était une république. Et vous savez très bien que l'antisémitisme aujourd'hui, il est dans les cités. Attendez, monsieur, vous savez, il est seulement dans les cités, vous croyez? Il est dans les cités, principalement dans les cités, naturellement. Attendez, et vous le savez aussi bien. Vous seriez très optimiste quand on regarde Ne prenez pas les Français pour des imbéciles. C'est comme cela que ça donne ces genres de sondages. Ce que je voulais dire simplement, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, la figure dominante de cette fabrication de boucs émissaires, ce sont ceux qu'on considère comme des musulmans, c'est tout. C'est pour ça que vous dites, oui, ils sont modérés parce qu'ils sont plus antisémites, ils sont Encore une fois, ce ne sont pas les musulmans. Mais finalement, ils expriment aussi le haine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la figure du musulman a remplacé en partie, pas tout à fait, vous avez raison. Ça arrange votre discours, mais ce n'est pas ce que disent les Français. Mais quand vous voyez les partis d'extrême droite hollandais et les partis suisses, ils expriment exactement des slogans qui, dans les années 30, s'appliquaient à d'autres parties de la population. Même si l'histoire ne se répète pas. Non, c'est monsieur Lecoeur de parler. Vous avez tout à fait raison. L'histoire ne se répète pas, vous avez raison. Mais là où, par contre, il faut tenir des leçons de l'histoire, c'est que ces mouvements d'extrême droite, eux, par contre, n'ont pas beaucoup d'imagination parce qu'ils reprennent des slogans qui étaient appliqués aux juifs, qui replaquent aux musulmans. Tenons des leçons de l'histoire et méfions-nous de ce totalitarisme qui vient et qui menace nos libertés. Voilà, c'est ça la leçon de l'histoire. Alors, attendez, monsieur Bouillant, c'est à monsieur... aussi d'être à la solde du capitalisme. On avait exactement les mêmes propos. Monsieur, pour la clarté du propos, c'est à monsieur Lecoeur de parler pour une question d'équité dans le partage de la parole. Je crois qu'on voit apparaître trois phénomènes très rapidement.
Le premier, c'est en effet ce que j'appellerais une ripollinisation, c'est-à-dire un peu comme Marine Le Pen arrive avec le Front National à apparaître nouvelle alors qu'elle elle reprend de l'ancien, elle reprend ce que son père faisait. On voit bien que le bloc identitaire, mais aussi d'autres forces en Europe, vous en avez cité quelques-unes, ont merveilleusement refait une forme de façade et ont libéralisé, ultralibéral d'ailleurs en l'occurrence, puisque Geert Wilders était assistant parlementaire d'un ultralibéral à la commission de Bruxelles. Donc c'est tout un pan de l'ultralibéralisme qui s'est retrouvé dans ce néolibéralisme de l'extrême droite. Dans ce néopopulisme. Alors, je vous demande pas de lire mes livres pour comprendre et savoir que nous avons traité ces sujets depuis environ 10 ans, comme je ne lirai pas forcément tous les vôtres, mais c'est un sujet qui a été traité assez abondamment. Ce néopopulisme, c'est même le titre de mon livre, néopopulisme à la française, mais on traite un peu de toute l'Europe. Donc, premier phénomène, ce que j'appellerais une nouveauté dans cette forme de populisme qui prend l'islam en effet comme bouc émissaire, ça a été expliqué assez clairement. Deuxième phénomène non négligeable, c'est le fait que la population et l'ensemble des thèses développées par une certaine extrême droite, ou plus exactement une nouvelle droite dans les années 60, dont vous êtes directement issu, le Graès, la FEN, tous ces gens-là, qui ont explicité le différentialisme culturel, puis c'était plus du racisme, c'est du différentialisme, chacun chez soi, et les moutons seront bien gardés. Donc ça, on voit bien la réapparition de ces thèses-là, sous l'angle de la mondialisation. Ça commence à bien faire, on arrête de mélanger tout ça, c'est la mixophobie en fait, plus que la xénophobie qui revient. C'est la peur de se mélanger. Et donc on sépare bien les choses, vous là-bas avec vos minarets, nous ici. Et si jamais il doit y avoir une guerre, on saura bien de quel côté on est. Ce qui est gênant, c'est qu'il y ait des gens de chez eux, chez nous, et inversement. Troisième phénomène, il y a politiquement une instrumentalisation évidemment de ces thèmes qui peut faire un certain nombre de campagnes. C'était le sujet de cette émission, donc je me permets d'y revenir légèrement. Évidemment, il peut y avoir des thèmes comme ceux-là qui sont repris en campagne. Après, la question, c'est de savoir à qui ça profite en politique. Et c'est pour ça que je commençais en disant il y a quelque chose de l'ordre d'un combat. On est dans un combat politique. On n'est pas juste dans le combat des idées. On est dans le combat politique. Le but du jeu, c'est de faire des voix et d'en prendre aux autres. Et le bloc d'arriver au pouvoir. Voilà. Alors arriver au pouvoir ou empêcher les autres d'y arriver. Je veux dire, le bloc identitaire a longtemps, comme Bruno Maigret, on a dit que c'était financé par l'Élysée ou par des gens de droite pour empêcher le Front National d'avoir plus de voix. Peu importe, c'est possible, c'est vrai à certaines périodes. C'est Erwan. Mais oui, mais je pourrais répondre à ça. C'est une possibilité. Peu importe de savoir si c'est vrai, ça a été vrai, ça ne l'est peut-être plus, etc. Mais on est quand même dans le combat politique. Il ne faut pas l'oublier. Parce qu'un sondage comme celui-ci... Est-ce qu'on peut gagner le combat politique avec comme fondement cette question centrale de l'islam, de l'islamisation? On peut gagner à soi, en période de crise ouverte, un certain nombre, de personnes qui ont peur de ce que deviennent nos sociétés. Oui. Non, et ça, on l'a déjà vu. Ce que vous pouvez faire, c'est... On l'a déjà vu. Et c'est vrai qu'il y a la conjonction de deux phénomènes. D'une part, je dirais, en gros, ce que vous incarnez, et que je respecte tout à fait comme vision idéale du monde, avec le Figaro, d'accord, et ce qu'incarne un nouvel identitarisme, j'appellerais cela, que vous incarnez assez bien avec le bloc identitaire, comme son nom l'indique. Et il y a là la conjonction de deux phénomènes qui, comme dans certains pays, la Suisse, les Pays-Bas, le Danemark, etc., créent un néopopulisme, oui, en effet, qui est à la fois ultralibéral, à la fois conservateur sur le mode « c'était beaucoup mieux avant, l'âge d'or, etc. » et aussi sur le mode de ce que j'appellerais « nous contre le reste du monde ». Et là, je voudrais juste dire, en conclusion, ce qui est gênant, et là où je parle de guerre religieuse et politique, c'est qu'il y a bel et bien, et vous savez très bien, vous l'écrivez, la guerre des peuples. L'originelle guerre des peuples. La grande guerre des peuples, avant Jésus-Christ, le peuple indo-européen, les Européens, le peuple des forêts, et le peuple des déserts, les Sémites. Et c'est ça que... C'est vous, les gens qui sont avec vous. Oui. Non. Pierre il n'a que 22 ans, il n'a pas eu le temps d'écrire tout ça. Pas vous personnellement, excusez-moi. Mais ni les personnes de mon mouvement. Les gens du peuple identitaire. Si. Il va terminer juste sur l'idée, après on reviendra sur les références. L'idée juste, et après on passe à vous. Allez, terminez s'il vous plaît, Erwan Lecoeur. Et donc c'est ça qui est un peu dangereux, c'est que d'un côté, chez les islamistes un peu radicaux et foufous, payés à une époque par la CIA, etc., ils nous voient comme... Pas seulement, mais quand même un peu. Je pense aux Pakistanais.
l'islamisme radical. Mais je connais un peu. Vous êtes un drôle de sociologue. Mais je connais un peu. Vous n'êtes pas très sérieux scientifiquement. Excusez-moi. Laissez-le terminer pour qu'on puisse avancer. Il nous reste peu de temps si on veut conclure, s'il Sur le vous plaît. Pakistan, je connais un peu le sujet. S'il vous plaît. Je vous dis. D'un côté, il y a l'accusation de la croisade renouvelée menée par les États-Unis et un certain nombre de gens ici. Et de l'autre, ici, on a l'accusation de l'islamisation avec, en effet, et on a quand même quelque chose de l'ordre d'une forme de guerre, non pas de civilisation, mais de religion. Vous adorez la guerre, on a compris ça. Vous adorez la guerre, vous adorez les Et donc adversaires. ça peut être utilisé politiquement dans une campagne électorale, bien entendu. Moi, j'aurais En cas de crise. Alors, c'est voudrais pas juste- votre tour, c'est à monsieur Guillaume de parler. Excusez-moi. Oui, alors, non, il y a une chose sur laquelle je suis d'accord, ça va vous surprendre avec Erwan Lecoeur, c'est qu'en effet, nous sommes un parti nouveau, un parti du 21e siècle, tourné vers les 2003, vous avez enjeux. été fondé en 2003. Fondé en c'est ça 2003, vers les enjeux du 21e siècle. On n'est pas emmêlé dans des vieilles luttes idéologiques qui datent du siècle précédent. Ça, c'est une chose vraie. Le mouvement identitaire commence en France, commence à être connu de plus en plus, mais en effet, il est très présent en Europe. Vous organisez les apéros. On a organisé le 18 juin, pour rendre un hommage à l'appel à la résistance du général de Gaulle, Oui. un apéro saucisson pinard qui devait avoir lieu dans le 18e Voilà. arrondissement. Donc, apéro à la Goutte d'Or. saucisson pinard, oui, c'est c'est ça, ça. c'est nous, c'était pour s'opposer aux prières musulmanes dans la rue. Ah, c'est pour s'opposer. C'est pas Pour pour faire un montrer apéro. qu'il y avait un problème par rapport à ça. D'accord. Et j'aimerais maintenant revenir. Donc les identitaires existent en Italie, et en Italie, ils sont au pouvoir. Et une des mesures, le Premier ministre de la Ligue du Nord italien a réussi à empêcher et à s'opposer totalement à l'arrivée des clandestins dans l'île de Lampedusa, où 30 000 clandestins arrivaient chaque année. Depuis que les identitaires italiens sont au gouvernement et que le Premier ministre de la Ligue du Nord est en place, les clandestins n'arrivent plus sur l'île de Lampedusa. Ça, c'est un premier point. Et nous sommes les représentants de ce courant identitaire en France. Pour revenir juste, parce que je ne peux pas laisser passer ça, la question d'assimiler les Français qui s'opposent à l'islamisation aux antisémites d'hier. Non, je dis qu'il y a une continuation. Non, non. Une analogie. Je peux pas vous laisser dire ça. Il y a Puisque surtout une vous analogie aimez la Seconde Guerre mondiale, je vais vous donner un exemple. C'est que dans les deux seuls pays musulmans d'Europe, le Kosovo et la Bosnie, Adolf Hitler a pu lever 2 divisions SS musulmanes, Anschar et Skanderbeg. Ça s'appelait l'État de Vichy. Oui, oui, oui. levé entièrement. D'accord, mais Excusez-moi. c'est pour ça que vous ne pouvez pas faire des amalgames douteux. Parce qu'il y a eu des divisions Le SS rôle de musulmanes. la police française Et et de la maintenant, gendarmerie. très bien, mais malheureusement, ça je tout le monde le connais sait. pour Ce que des je dis là, raisons personne ne le sait, et vous jouez d'un amalgame douteux. Maintenant, ce que je vous propose tout simplement, c'est de mettre une kippa, de vous balader dans les villages français et de voir si vous arrive quelque chose. Et ensuite de faire la même expérience en allant dans les cités françaises et de vous balader avec une kippa sur la tête. Et vous verrez où se trouve le véritable antisémitisme et vous verrez où se trouve la véritable tolérance. Mon peuple est un peuple ouvert, est un peuple tolérant à condition qu'on ne lui marche pas sur les pieds. Aujourd'hui, nous nous faisons marcher sur les pieds et nous n'allons pas nous laisser faire. Nous nous réveillons et ce réveil-là va se traduire par la montée en puissance du bloc identitaire. Du sang et des larmes. Moi, je voudrais vous dire Yvan, une chose, il faut monsieur attendez, Leclerc. Vous êtes le meilleur agent électoral que puisse trouver Marine Le Pen. Vous deux, mais vous surtout. écoutez, alors, Vous êtes en train de- vraiment, vous êtes en train de dire que tous ceux qui... Vous êtes payé par Marine Le Pen. Vous êtes payé par Marine Le Pen, c'est pas possible. Pour reprendre C'est votre sûr. formule. Alors là, c'est terminé. Je vais terminer ma phrase, si ça vous embête pas. Vous êtes en train de nous dire que tous ceux qui mettent en garde ou qui s'opposent, pour reprendre un terme, ou qui J'ai dit que voudraient je entrer en respectais ce que guerre vous dites. pour aller dans votre sens, puisque vous aimez bien les propos guerriers, qui voudraient entrer en guerre contre l'idéologie islamiste, seraient des gens d'extrême droite. Mais où est-ce que vous avez vu ça? Seraient des gens de droite, viendraient de la droite, et en tout cas viendraient grossir. Non, non, il y a des millions de gens dans le monde entier qui sont contre l'idéologie islamiste, monsieur Riofol. C'est pas ça le débat. Vous avez dit que c'était la droite qui se préoccupait de ça. Où est-ce que vous avez vu que c'était la droite simplement qui se préoccupait Enfin, c'est Marine Le Pen qui a parlé d'occupation quand même, monsieur Sans doute, Riofol. mais est-ce que Qui a parlé d'occupation dans ce pays est-ce qu'il faut être en étiqueté- décrivant les prières dans les J'ai régions? bien entendu ça. Bon. Est-ce qu'il faut être étiqueté de droite, voire d'extrême droite, quand on met en garde contre l'islamisation? C'est un petit peu ce que vous... Si, je suis désolé, c'est ce que vous avez laissé comprendre. Je vous ferai remarquer que le premier qui a mis en garde contre l'islamisation, Conseil de- c'est un député communiste qui s'appelle André Gérin. Et je pense que ce que dit... Pardon? Sur la question de la Est-ce que- burqa, vous... Mais pas seulement sur la burqa, sur le rapport sur l'islamisation des cités. Il est d'ailleurs très virulent et très lucide. Donc contrairement à vous, lui, il n'est pas sociologue. Je me demande d'ailleurs à quoi servent les sociologues. Et ce que je veux dire par là, c'est que plutôt que de dire que ce phénomène d'islamisation ne concerne qu'un phénomène qui n'intéresserait que la droite ou l'extrême droite, c'est un phénomène qui parcourt naturellement tous les partis politiques, le Parti communiste naturellement, mais ce singulièrement qui également risque d'en faire d'un mais programme singulièrement de le Parti campagne socialiste, laissez-moi un terminer, élément du programme singulièrement politique. le Parti socialiste, qui en plus avait fait de la laïcité un de ses marqueurs, idéologiques du coup. Et donc vous n'allez pas me faire croire que ce problème est simplement un fantasme qui servirait à alimenter les courants populistes et qui viendraient ensuite alimenter la droite, l'extrême droite. Sinon, si vous dites ça, c'est que naturellement vous êtes un très bon agent électoral de Marine Le Pen, car vous allez lui procurer tous Pas de les procès d'intention, monsieur Riofol. et tous ceux qui sont Développez votre propos.
propos, n'essayez pas de reprendre le propos de quelqu'un d'autre, parce que vous venez de vous tromper trois fois, et apparemment j'ai été compris par d'autres sur ce plateau. Écoutez, je Donc, vous ai c'est écouté, dommage. je pense que je vous ai bien Cassez écouté. votre propos. Quand tout à l'heure, vous C'est nous dommage. disiez que c'était la droite qui s'intéressait à cela. Mais Le non. cas de Marine Le Pen est très, très... Vous intéressez et qu'il y a une Vous avez convergence parlé de la droite, je pense au que niveau européen. Vous laisserez les spectateurs juger. Merci. Le cas de Marine Le Pen est très Monsieur intéressant. Vincent Gesser, Le pour cas- clore, il nous reste très peu de Il temps. se trouve que Il nous j'ai reste très peu travaillé de sur le cas de Marine Le Pen et dans son rapport à l'islam. Le cas de Marine Le Pen révèle ce que j'appelle justement cet art d'enfourcher la question de l'islam, alors qu'a priori c'était pas central. J'ai travaillé sur le discours de Marine Le Pen et notamment j'ai décrypté une célèbre émission du 6 juin 2006 sur Beurre FM où le journaliste qui a invité Marine Le Pen s'appelait Ahmed El-Kaï. D'accord ? Donc il était rédacteur en chef de Beurre FM. Et Marine Le Pen, voilà qu'elle nous explique que les musulmans sont très bien, que l'islam est une religion qui peut tout à fait s'adapter à la France. Elle ne nous parle pas des prières publiques, au contraire. Et puis, voilà que 3-4 ans plus tard, Marine Le Pen enfourche le terme de l'islam. C'est pourquoi, je veux dire, on revient à cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour exprimer une idéologie de peur, ou des peurs qui peuvent être sincères, hein, des peurs, hein, ou simplement pour jouer de ces peurs, ou pour les instrumentaliser politiquement, on passe inévitablement par la case islam. C'est que Marine Le Pen et le Front National, qui jusqu'à présent ne se faisaient pas beaucoup entendre, à part dans les sections locales sur la question de l'islam, il était plutôt sur une xénophobie anti-immigré classique, a enfourché la question de l'islam. C'est-à-dire Parce que qu'il y a encore... Non, c'est pas l'islam du politique qui tout, pose problème aujourd'hui. pas du tout, parce qu'entre-temps, il y a eu bon, le alors, phénomène d'accord. de Monsieur de Villiers, et que le Front National s'est aperçu que de Villiers C'est pas Villiers qui a marchait inventé sur ça, l'islamisme. et que quand vous écoutiez Marine Le Pen il y a 4 ans, les musulmans sont très gentils, Jean-Marie Le Pen est le meilleur défenseur des musulmans, vous lisez mon livre qui est coécrit avec Aziz Emouri, Marianne et Allah, nous reprenons les propos de Marine Le Pen sur les banlieues et les musulmans, et Marine Le Pen qui dit « Je comprends la discrimination dont souffrent les musulmans, parce qu'en tant que, quand on s'appelle Le Pen, j'étais aussi discriminé. » Ça veut dire qu'aujourd'hui, la question de l'islamisation est devenue un terme porteur, et qu'au-delà des peurs sincères, des peurs C'est ressenties... devenu une réalité, excusez-moi. Mais- enfin, mais- c'est mais quand même- non, Alors, parce que- l'importance... Il y a une partie stratégique. Juste pour- Ah, vous D'accord. écoutez, c'est quelque chose que nous aurions inventé. Non, qui- monsieur qui- Rieffol, qui- sans qui- avoir rien spécifique à la inventé, France. s'il vous plaît, Enfin, monsieur Rieffol, écoutez, sans avoir rien inventé, quelle importance faut-il accorder à cette question dans le cadre d'une campagne présidentielle, dans le cadre d'un programme politique? Est-ce que l'importance qu'elle a pris dans ces sondages. donc une importance centrale? Est-ce qu'il faut Il y a donner la pas- même il y a pas que importance ça. que les questions de chômage, il n'y a pas de que crise ça, économique? Oui, Si non, je mais peux me permettre, attendez, je Oui, crois que mais non, il va terminer à répondre à la Il n'y a question. pas que ça, il y a la paupérisation, il y a le chômage, il y a également cette question de Qu'est-ce qu'on défense, fait alors de concrètement? On question ferme les de mosquées civilisation. Attendez. On Bah, ferme les déjà, mosquées, on il faut- expulse les musulmans. Attendez, monsieur, Bah, c'est déjà, pas ma question. Il faut que les questions soient concrètes. Alors, je vais vous Vous dites répondre. qu'il y a une peur. Alors, quelles sont Je les vais réponses que vous répondre. apportez à cette peur? Déjà, il faut cesser d'abord de stigmatiser et de diaboliser ceux qui nous disent qu'il y a un problème. Il faut cesser de nier des évidences comme vous le faites. Et ensuite, il faut essayer naturellement de faire en sorte que la République essaye d'affirmer son autorité en disant non à des exigences de l'islam politique qui l'attestent régulièrement pour essayer de subvertir l'espace public avec des dérogations aux règles communes. Donc ça doit être une question centrale dans le cadre d'un programme politique. Je viens de vous dire que c'était pas une question centrale, c'était une des questions. Il y a beaucoup de questions centrales. Je vous dis encore une fois que la paupérisation et le chômage est également une question qui préoccupe les Français et la classe moyenne particulièrement. Mais qu'également cette manière que les Français voient leur pays, la France, se faire maltraiter, ça relève de la maltraitance par des compatriotes nouvellement venus et qui ne veulent pas. Enfin, c'est un pays où il y a des lois et Qui ne veulent pas s'intégrer, qui ne veulent pas, pour une partie d'entre eux, une minorité d'entre eux, je l'espère, qui ne veulent même pas s'intégrer et respecter les lois élémentaires, et notamment la laïcité, je pense que ça irrite profondément les Français, et ils ont raison. Arnaud Gouillon, Je crois que ça doit être une question centrale pour vous. Je crois que c'est une question importante, fondamentale, parce que c'est une question de vie ou de mort. C'est une question aujourd'hui de survie. Est-ce que les Français et les Européens vont se prendre en main et vont passer ce siècle, ou est-ce qu'ils vont laisser progresser sur notre terre des populations immigrées de plus en plus nombreuses, Que immigrés, monsieur, une partie est française. d'origine étrangère, de plus en plus nombreuses, Si ce sont pas des Français, des personnes d'origine extra-européenne, si vous le préférez, de plus en plus nombreuses, qui sont pour la majorité d'entre elles de confession musulmane. Moi, quand j'entends islamisation, je pense immédiatement à immigration, parce que c'est bien l'apport, le déplacement de millions de personnes qui sont venues s'installer au milieu de notre peuple, qui a pour conséquence, et comme conséquence visible et dramatique, l'islamisation. D'accord. Et Ça, vous l'avez ensuite, dit. je veux souligner ce point-là. Je voudrais reprendre la phrase du général de Gaulle qui disait « C'est très bien qu'il y ait des Français noirs, des Français jaunes, des Français bruns. Ça prouve que la France est ouverte. » Certes, nous rejoignons tout à fait là-dessus. Mais
il faut que cela reste une minorité. Car nous sommes avant tout un peuple de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. Voici ce qu'a dit Général de Gaulle. Et il y a deux mots très importants là-dedans, je vais les souligner. N'empêche que la résistance, C'est une minorité. Une résistance C'est une étonnamment colorée. D'accord. Une minorité. Une minorité. Laissez-moi parler. Une minorité. Et aujourd'hui, dans des milliers de quartiers, dans des centaines de villes, et même dans des départements entiers comme la Seine-Saint-Denis, ces minorités deviennent majorité. Et ce sont les Français qui sont assimilés, qui sont islamisés, qui se convertissent à l'islam. Et je ne veux pas que ce système-là, que ce fonctionnement-là, que cette dynamique-là se produise sur mon pays ou sur mon continent en entier. Aujourd'hui, c'est une question de survie. D'accord. Je crois que le mot de la fin vient d'être donné. C'est bel et bien, une guerre. Non, ce n'est pas une guerre. On vient d'utiliser le mot de survie. La guerre, c'est si on ne fait rien, si on continue comme vous le dites, qu'il y aura une guerre. Contre l'autre, l'étranger qui vient au milieu de mon peuple et qui, c'est la cinquième colonne, c'est tout un imaginaire. Je pense qu'il y a un certain nombre de Français qui, en effet, subissent les effets de l'affaissement de la laïcité au sens global du terme, des règles communes, du sens commun et d'un certain nombre de choses. Quelles sont les causes de ça? Et voilà. Et je dis moi, je on va clore là. Un dernier mot, on va s'arrêter là. La résistance française, elle était formée de juifs qui parlaient yiddish, de républicains qui parlaient espagnol, d'italiens qui parlaient souvent leur dialecte, et que moi, ce que je retiens de Général de Gaulle, c'est la force des maquis français, et y compris des Français qui parlaient leur patois. La résistance, c'est nous aujourd'hui. De s'opposer précisément à cette idéologie. Et s'il n'y avait pas eu les républicains espagnols, et s'il n'y avait pas eu les yiddish polonais, et s'il n'y avait pas eu les arméniens, on serait toujours occupé par l'Allemagne. On va s'arrêter là. Le problème, c'est qu'un programme électoral ne peut pas se tenir à ce seul problème. Il y a au moins 10 autres problèmes bien plus importants. Je vous laisserai lire notre programme. Et du coup, c'est un peu ça le problème. Ne parlons que de ça. Nous ne réglerons aucun des autres problèmes qui génèrent le terreau de ce... Moi, je dis merci messieurs, merci infiniment. S'ils ne réagissent pas, merci à Erwan Lecoeur, merci Vincent Gesser, merci à Yvan Rioufol et merci à monsieur Arnaud Gouillon. Demain, un autre Toutes les France. Vous pouvez retrouver évidemment l'émission sur le site touteslesfrances.rfo.fr et poster vos idées, vos commentaires. À demain. Au revoir.